On a le plaisir d'accueillir Samuel Pépinguet de Linéaire Éco-Construction qu'il a fondé, si je lis bien, ou cofondé, excusez. Et puis Marc-Antoine Meilleur de Alté Coopérative d'ingénierie qui vont nous parler de design et de conception d'une maison écologique Ultima Eco. Alors, on va savoir le Ultima Eco, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Et je vais les laisser se présenter plus précisément là, avec leur cheminement et puis leur magnifique proposition de maison écologique. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Samuel Pépinguet, justement de Linéaire Éco-Construction. Nous, dans le fond, c'est une entreprise qu'on a fondée en 2005, moi et mon frère à l'époque. C'était une suite logique, dans le fond. Dans notre famille, on avait dans ma famille, on récupérait des bâtiments anciens. On était beaucoup dans le patrimoine, la restauration de maisons, de granges. Donc, on s'est intéressé assez tôt, moi et mon frère Dominique, à la charpente traditionnelle. Puis de fil en aiguille, moi j'ai étudié en ébénisterie artisanale, puis on s'est enligné tranquillement, pas vite, sur la charpente plus traditionnelle à tenon et mortaise. Mais c'est ça, on a développé au fil du temps là, un concept là, qui se trouve être Ultima Eco, qu'on va vous expliquer un petit peu plus en détail là, durant la présentation. Oui. Donc, Marc-Antoine Meilleur, je suis membre cofondateur de la coopérative d'ingénierie ALT, donc la première coopérative d'ingénierie au Québec. Puis on travaille beaucoup dans le bâtiment alternatif, tout ce qui est un peu le bâtiment vert ou le côté vert de la force. C'est un peu c'est la façon qu'on se démarque. Fait que le bâtiment, l'efficacité énergétique, la résilience, c'est tous des projets qui nous stimulent beaucoup. Puis on est une coopérative finalement d'ingénierie, fait que nos membres travailleurs, c'est tous des ingénieurs qui sont super experts dans différents domaines, que ce soit justement le plan de vie, structure, efficacité énergétique, gestion des eaux. Puis ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui d'un projet justement qu'on collabore beaucoup, Linéaire Éco-Construction et ALT. Linéaire, c'est vraiment notre partenaire terrain. Il conçoit les détails. C'est lui qui est sur le chantier pour mettre le bâtiment érigé. Puis nous, on est en support au niveau de l'optimisation énergétique, optimisation de la structure, ainsi de suite. Fait que, belle collaboration. On voulait savoir aussi dans la salle, y a-t-il des autoconstructeurs? Oui. Y a-t-il des éco-constructeurs? Oui. Oui, c'est bon. Y a-t-il des designers d'intérieur? Des architectes? Des ingénieurs? Ah, ouais. C'est bon. Des entrepreneurs en construction? En fond, c'est ce qu'on va parler, ça touche un petit peu à tout ça, c'est pour ça. Ouais. Je vais commencer, dans le fond, on commençait avec la slide, je vais te laisser gérer ça. Le concept, dans le fond, le concept Ultima Eco, nous, je vais essayer de le résumer simplement, là, mais on faisait de la charpente traditionnelle, mais là, les gens venaient nous voir, puis là, j'aimerais isoler ma maison de telle façon, ou j'aimerais mettre tel type de fondation. Là, jamais que, dans le fond, il y avait vraiment un souci d'intégrer l'éco-construction à la charpente traditionnelle qu'on faisait là, déjà depuis un certain nombre d'années. Fait que là, on s'est dit, chez Linéaire, on s'est dit, on va comme pondre une espèce de concept qui, dans le fond, la base serait le squelette, le point de départ serait la charpente traditionnelle, tenon mortaise. Mais tout le système d'enveloppe, de fondation, d'efficacité énergétique, de technologie des matériaux serait le plus axé vers l'éco-construction, mais aussi les matériaux biosourcés, puis quand même l'innovation. À ce moment-là, on ne connaissait pas encore ALT, mais maintenant, vous êtes apparu. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ce concept-là, il y a beaucoup de points. Là. Vous pourrez peut-être aller voir sur notre site, là, mais on va en énumérer quelques-uns. Comme je disais, la charpente traditionnelle, là, à tenon mortaise, le point de départ, mais aussi on a conçu une espèce de système d'enveloppe assez particulier. Là.
on dit qu'on travaille à l'envers, on part avec la finition intérieure, puis on s'en va vers l'extérieur, ce qui permet d'avoir vraiment une enveloppe très, très performante. Ensuite de ça, les matériaux biosourcés, tout l'aspect démontabilité aussi du bâtiment, d'avoir un bâtiment avec un cycle de vie qui pourrait être ultimement à la fin être démonté. Donc, c'est ça. Le concept, je ne pourrais pas tout en parler tous les points, c'est quand même assez complet, là. Mais je vais commencer avec patrimoine bâti de demain, pourquoi et comment. Donc, le patrimoine bâti, là, on s'aperçoit que quand on se promène dans les campagnes, tout ça, on voit des beaux bâtiments, des belles maisons, des belles granges qui sont encore bien droites, bien construites. Puis c'est comme une certaine fierté, là. Si vous allez sur l'île d'Orléans ou dans certains villages, les gens se déplacent pour voir le patrimoine. Ces bâtiments-là, ils ont duré. Les gens, à l'époque, avaient un souci d'intégration architecturale puis de bâtiments durables. Ce patrimoine-là, dans le fond, il est en train de disparaître tranquillement. Il y a beaucoup de pertes. Là, on perd beaucoup de bâtiments agricoles au Québec. On perd beaucoup de maisons anciennes aussi. Mais ce qu'on reconstruit aujourd'hui, on ne peut pas toujours dire que c'est du patrimoine pour la génération future. Donc, on s'est dit, nous, on va se forcer à construire aujourd'hui des maisons qui vont pouvoir être léguées, dans le fond, à nos enfants, être une espèce de patrimoine, mais de demain, en fait. Donc, ça, c'est bien, bien important chez nous. Puis, l'ossature de bois massif, c'est une espèce de trait d'union, en fait, là, entre le bâtiment d'autrefois puis ce qu'on propose ici avec ce concept-là. Donc, voilà pour le patrimoine. Charpente de bois massif. Pourquoi, dans le fond, on utilise la charpente de bois massif? C'est pas juste, là, c'est sûr, là, ces temps-ci, c'est bien trendy, là, la charpente en bois. Là. On voit des poutres, là, mais souvent, vous allez en voir, ça va être des poutres décoratives. C'est que la maison est construite, puis là, on vient visser des poutres au plafond, là, puis pour que ça fasse cute. Là, nous, c'est vraiment une ossature, c'est structural. Là. Donc, on monte un squelette, là, vraiment comme à l'ancienne, tenon mortaise, mais aussi, on allie les techniques d'aujourd'hui. Donc, on va utiliser beaucoup de quincaillerie, là, certains types d'ancrage, certains types de vis très techniques qu'on n'avait pas anciennement. On utilise des logiciels aussi qui s'appellent CADwork, qui est un logiciel suisse développé pour la charpente traditionnelle. Donc, ils vont tout modéliser. Le logiciel va modéliser la charpente au complet. Donc, on va avoir des plans très, très précis pour fabriquer une charpente. Puis, on a la chance aussi d'avoir du bois qui arrive de l'usine, qui est parfaitement équarri, parfaitement dimensionné, ce qu'on n'avait pas autrefois, dans le fond, des plans aussi précis, puis du bois aussi bien dimensionné. Donc, on peut appliquer des techniques modernes sur ce type de bâtiment-là, ce type de structure-là, en fait. Ce qui fait, dans le fond, c'est qu'on construit des gros meubles. Donc, juste par curiosité, là, dans la foule, combien de temps vous pensez, parce que la structure est taillée, par exemple, tailler l'hiver, après s'assembler sur le chantier l'été. Combien de jours vous pensez que ça prend à monter une maison comme ça, 24-36, toute monter la structure là, en bois massif? Là. Combien de jours d'après vous? Une semaine? Une semaine? À peu près une journée et demie? Oui, c'est ça. C'est à peu près une journée, une bonne journée ou une journée et demie, là, habituellement. Là, parce que, dans le fond, c'est ça, tout est bien planifié. Les assemblages sont bien planifiés. Puis, on a la chance d'avoir des grues aujourd'hui. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on peut avoir des bâtiments qui s'érigent quand même rapidement. Puis, dans le fond, c'est une structure qui va rester apparente aussi, là, qui est structurale. Elle tient les charges du bâtiment, mais elle fait partie des meubles aussi. Là. Ça devient un élément de décoration, comme vous pouvez voir sur les photos. Là. Donc, voilà pour la charpente. J'avais peut-être le système mur-bois. Ça aussi, c'est une innovation qu'on a mis au point. Là. Le but, c'était, dans le fond,
de rendre ce type de construction-là accessible. Puis, c'était beaucoup la finition qui était problématique, là, le fait d'avoir à tout venir découper la finition à l'intérieur de la charpente là, traditionnelle. Ça amenait, si on faisait du plâtre, là, du gypse, là, ça devenait bien compliqué là, dans les toits cathédrales. Là, venir faire ça par en dessous. Ou, si on allait avec du bois, ben là, prendre une planche après l'autre puis la placer. Tout ça. Fait que dans le fond, là, on a comme conçu une espèce de système où ce qu'on préfabrique en atelier des sections de murs. Dans le fond, c'est de la planche de finition de différentes essences qui va être pré-teint, pré-huilé, mais qui est déjà monté en panneaux, dimensionné selon la distance de nos colonnes ou de nos chevrons. Donc, c'est tous ces panneaux-là qui viennent s'installer un peu comme du contreplaqué par-dessus la charpente. Ça se trouve à faire notre finition intérieure. Ça se trouve à faire aussi notre fond de clouage pour toute l'isolation qui s'en vient. Quand je disais tantôt qu'on travaille à l'envers, c'est pas qu'on travaille mal, mais c'est qu'on travaille en partant de la finition intérieure. C'est impressionnant parce que là, dites-vous, là, OK, jour 1, on monte la charpente. Jour 2, 3, on met les murs bois, finalement, à l'extérieur de la charpente. Fait que déjà la première semaine, vous avez la finition intérieure dans votre maison. Puis ensuite de ça, vous allez par couche, l'isolation, les membranes, revêtement extérieur. Fait que c'est des maisons qui, très rapidement, c'est ça, on peut commencer à travailler puis travailler sur la cuisine. Tu n'es pas en train de faire des joints de plâtre ou quoi que ce soit. Là. Ça change complètement. C'est un changement de paradigme sur construire un bâtiment. C'est comme si les poutres étaient les OG, là, comme les moulures, dans le fond. Parce que les poutres font office de moulure, en fait. Puis c'est comme si là, on commençait avec le gypse, puis qu'on construisait. Dans le conventionnel, c'est impossible de faire ça, mais là, de cette façon-là, ça fonctionne. Donc, comme Marc-Antoine disait, on se retrouve avec un résultat final à l'intérieur très, très rapidement. Un peu plus d'étapes vers l'extérieur, mais ça reste que c'est plus du rough, donc on est moins dans la finition. Fait que ça fait diminuer énormément les coûts de construction pour un bâtiment là, en structure de bois avec une finition quand même là, de qualité. Là. Donc, voilà pour les systèmes des murs bois aussi. Projet de recherche. On a travaillé justement avec Alt Coop sur ce projet-là. C'est un gros projet de recherche qu'on a, dans le fond, qu'on a fait en collaboration avec le ministère de l'Économie et Innovation. Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. On vient de le terminer, en fait. L'idée, c'était de dire, ben oui, bon, un bâtiment écologique, là, mais l'écologie, ça peut être quand même galvaudé là, souvent. Là. Fait que là, on voulait voir les vraies qualités environnementales d'un bâtiment de cette façon de construire-là, du concept Ultima Eco. Donc, on a modélisé, dans le fond, une maison avec ce principe-là, une autre maison du même volume, la même conception en termes de volumétrie, mais vraiment construite de manière très conventionnelle, là, avec tous les matériaux le plus standards possible. Donc, là-dessus, on a fait plusieurs types de recherches. Dans le fond, on a fait une analyse de cycle de vie complète du bâtiment, donc de la production du matériau jusqu'à sa fin de vie, une fois que la maison est complètement dégradée. On a tout analysé, tous les paramètres là, environnementaux de ces matériaux-là. Ça nous a donné des super résultats très, très intéressants. Ensuite de ça, on a fait des tests d'infiltrométrie, d'efficacité énergétique avec Marc-Antoine. On a été faire aussi toute la qualité de l'air du bâtiment, donc les matériaux qu'il y a dans ces bâtiments-là vont dégager beaucoup moins de toxines, de COV. Parce que ça reste beaucoup des matériaux, c'est biosourcé. On parle de recouvrement intérieur-extérieur en bois, isolation de chanvre. Fait que le bâtiment a été instrumenté au niveau de la température et humidité dans le mur pour vraiment comprendre. Ça reste le chanvre en matelas, c'est un nouveau matériel. On voulait, c'est par curiosité, tant qu'à à promouvoir ce matériel-là, on va voir comment que ça se gère vraiment dans notre climat. Fait que, il y a eu sur plus d'1 an, il y a eu l'instrumentation qui a été mise dans le bâtiment pour se rendre à l'évidence que c'est vraiment un bon matériau qui gère bien l'humidité et qu'il n'y a vraiment pas de problème dans notre climat. Là. On voulait aussi, étant donné que cette maison-là est construite pratiquement à 80 quelques % de matériaux ligneux, là. On parle de bois pour la structure, pour les revêtements, pour la laine de chanvre qui se trouve être
matériaux biosourcés. Les panneaux verts que vous voyez sur la maison, c'est un panneau de fibre de bois comprimé qui remplace le styrofoam. Donc, pratiquement toutes les portes et fenêtres sont en bois aussi là-dedans. Donc, ça devient un puits de carbone aussi. Ces maisons-là deviennent un puits de carbone. Fait qu'on a fait une grosse analyse là, avec un spécialiste là, en carbone, Nathan Debatz, qui lui a quantifié cette maison-là qui se trouve être un puits de carbone. Puis, dans le fond, on est en train de voir s'il n'y a pas possibilité d'amener ça ultimement pour de la compensation carbone au même titre que de la plantation d'arbres. Parce que c'est des bâtiments qui vont durer plus de 100 ans, ce que l'ACV, l'analyse de cycle de vie, nous dit. Puis on a des bâtiments qui séquestrent des matériaux qui séquestrent du carbone, dans le fond. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que un projet de recherche quand même assez étoffé, puis les résultats sont très, très probants. S'il y a des questions aussi, là, gênez-vous pas. Là. Il paraît qu'on a du temps. Là. Ah, il va y en avoir des questions. Oui. Oui. Ben, dans le fond, on a comme deux membranes. On a une membrane, c'est un frein à vapeur intelligent qui se pose sur notre panneau mur bois, en fait. Fait qu'à mesure qu'on pose ces panneaux-là, on vient poser la membrane, qui se trouve être une membrane un peu type Gore-Tex, un peu comme nos manteaux sportifs. Là. On vient mettre ça, donc ça vient protéger. Là. Fait que dès quasiment la première étape, on vient étanche avec ce pare-vapeur-là. Puis nous, on va travailler comme des plures d'oignons. Souvent, je vais m'exprimer comme ça. Dans le fond, c'est que tout le bâtiment est comme enveloppé là, par couches. Fait que il n'y a aucune couche de matériaux qui traverse une autre. Fait que là, on s'en va comme ça. Puis une fois qu'on a mis la laine, on pose notre Eco 4 plus notre pare-air qui devient étanche aussi. Donc, dans le fond, les matériaux, on les protège à mesure qu'on les pose. Oui, souvent, on commence par le toit. Ouais. On commence par le toit. Puis, selon les entrepreneurs, ils ont différentes techniques, là, mais souvent, ils vont fermer le toit au complet jusqu'à quasiment la tôle. Là. Puis, après ça, ils vont faire les murs, mais en tout cas, ça dépend. Là. Fait que, oui. Comme je disais, si on veut que tout le monde entende. Je ne sais pas, est-ce que vous entendez en arrière? Pour la toiture, c'est quoi le principe? Est-ce que c'est le même système de panneau? Oui, on a vraiment là, le même panneau puis la même coupe de toiture que le mur, mais on vient juste épaissir la laine, dans le fond. Puis nos chambres d'air, on a des chambres d'air. C'est comme une toiture sandwich avec ventilation, dans le fond, qu'on fait. C'est comme une espèce d'hybride, mais ça permet vraiment d'avoir une isolation vraiment efficace au niveau du sandwich, on va dire, de l'isolant. Mais il est ventilé par-dessus aussi, avec membrane sous tôle, puis par air en plus. Fait qu'on a comme 3 protections de pluie, aération, toiture sandwich. Fait que ça fait des enveloppes vraiment performantes. Là. Moi, j'ai une question. La coupe de mur, finalement, ça se trouve, là, les montants de bois que je vois là, c'est du 2 par 8, ça? C'est quoi? Il y a différentes, selon le niveau d'isolation que les gens veulent mettre, là, il y a différentes façons. À cette heure, on utilise beaucoup le 2 par 8 parce que c'est un bel entre-deux entre efficacité et réduction des coûts. Là. Ça, ici, ce qu'on voit, c'est des poutrelles en I. On a déjà essayé ça aussi. Okay. Poutrelle en I, fait que ça, c'est comme 2 par 4 ou 2 par 3 avec un arme en aspect OSB. Oui, exact. Okay. Puis, OK, fait que l'isolant, finalement, ça se trouve à être R28 plus R4. On est un mur R49 là-dedans. R49? Là, pour le mur, oui. Mais qu'est-ce qui me manque d'abord? Il y a l'épaisseur de laine, le panneau R4. R4. On a deux panneaux R22 au niveau de la laine, plus un Eco 4 qui vaut 4. On est rendu à 48. 2 panneaux R22, fait que ça veut dire qu'il y a de l'isolant à l'extérieur, il y a de l'isolant à l'intérieur. C'est une poutrelle, dans le fond, là, c'est une poutrelle de 10 pouces. Fait qu'on a mis 2 pads de 5,5, un petit peu comprimés. OK. Plus un panneau Eco 4. Mais bon, avec le 2 par 8, ça diminue un petit peu, mais ça réduit beaucoup les coûts. Fait en tout cas, il y a de l'optimisation à faire, justement. Là. Intéressant. Ouais. Alors, on m'a dit qu'il faut utiliser le micro puisqu'il y a enregistrement, si on veut que tout le monde profite de la question et des réponses. Alors, madame. Peut-être une dernière pour qu'on puisse continuer après, peut-être? Oui, c'est ça.
À quelle étape se fait la plomberie et l'électricité? C'est une bonne question. En fait, la plomberie, habituellement, on la retrouve pas dans les murs extérieurs. Fait qu'elle, elle va se faire au même moment que dans une maison conventionnelle. On n'a pas de tuyau d'eau ou d'égout qui va se promener dans les murs extérieurs. Fait qu'elle, on n'a pas tant besoin de la gérer. Mais quand on ferme notre mur, c'est sûr qu'à un moment donné, l'électricien, il faut qu'il vienne filer là, pour les murs extérieurs. À un certain moment, là, quand on est en train d'isoler, là, il va filer tout l'extérieur. Il va laisser ça de même, puis après ça, quand le mur va être fermé, bien, il va pouvoir terminer toute son électricité à l'intérieur dans les divisions puis les étages. Génial. Donc, un peu plus en profondeur sur le design conception. Je vais te laisser commencer. Oui, design et conception. Ben, nous, comme je disais un petit peu tantôt, notre but, c'était vraiment de marier l'efficacité de la charpente traditionnelle, mais amener vraiment des concepts d'éco-construction. Puis on voulait aussi rendre ça accessible aux gens. Donc, on s'est creusé beaucoup les méninges pour avoir des détails de construction efficaces là, pour que les entrepreneurs ils aiment ça, construire avec ça, puis que ça aille bien, puis qu'on n'ait pas besoin d'avoir toutes sortes d'affaires qu'il faut commander. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies au niveau de la coupe de mur, je dirais, là, qu'on ne voit pas nécessairement de l'intérieur, mais qui sont faites vraiment pour que ça diminue les coûts de construction au maximum, puis qu'il y ait une facilité de construction au chantier. Mais aussi, on a toujours un souci là, vraiment d'esthétisme là, avec nos matériaux. Fait qu'on peut jouer vraiment dans le plus moderne, on peut jouer dans le plus rustique, on peut faire une espèce d'entre-deux. Fait que c'est ça qui est le fun avec la charpente traditionnelle. Elle se trouve être vraiment un élément de structure, mais il faut qu'elle soit pensée aussi pour qu'elle soit belle de l'intérieur. Il faut que ça soit comme esthétique. Donc, on a ce souci-là, puis aussi de performance, de confort. Fait que tout ça vient comme un peu avec. Là. Après ça, je pense que je vais te laisser suivre avec le prochain point. Fait que ce qui prévaut avant tout, l'évaluation des besoins réels. Donc, la meilleure façon de réduire les coûts de construction, c'est un pied carré de superficie qu'on n'a pas besoin de construire. Fait que c'est certain que, autant au niveau le pré-projet, au final, devient un élément super important dans l'ensemble du projet de conception avec nous autres. Parce qu'on s'assure justement d'optimiser l'espace, de vraiment vous questionner sur les besoins, essayer d'optimiser la multifonctionnalité des zones. Fait, moi, pour les autoconstructeurs, là, les personnes qui s'enlignent vers une nouvelle construction, là, mon conseil, c'est vraiment la planification. Là. Prenez le temps de bien planifier pour... vous allez tellement économiser de temps et d'argent par la suite, là, autant en balayeuse que finalement en hypothèque. Là, fait que ça vaut vraiment la peine. En chauffage, puis moi je le vois souvent, les gens arrivent avec... On a des plans, c'est des petites feuilles dans le fond. Là. Les gens sont toujours surpris de la grandeur de leur maison au final. Ils ne s'attendent pas à avoir... quand on monte la charpente, là, ils sont impressionnés de la grandeur de la maison qu'ils se sont construits. Fait faut vraiment, là, comme le dire puis le redire, de réduire les espaces. On n'a souvent pas tant besoin de tant de pieds carrés. Donc, ça, c'est vraiment sur les plans que ça se planifie. C'est pas durant que le chantier est parti. C'est vraiment au niveau de la planification. Fait que Alt sont là vraiment pour mettre des chiffres là-dessus. C'est ce qui est génial. Là. Fait que trame structurale. Oui, la trame structurale, ça revient peut-être un petit peu à ce que je disais tantôt. Là. Dans la charpente traditionnelle, vous en voyez peut-être circuler. Là, ça en fait un petit peu partout dans le monde. Puis il y a plein de compagnies qui en fabriquent aussi. Là. Nous, on a décidé de vraiment y aller, là, dans le fond, d'une manière assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on met les bonnes poutres aux bonnes places, là, puis on n'en met pas trop, puis il n'y a pas trop de fioritures pour que ces bâtiments-là, encore là, c'est une question d'accessibilité aussi. Puis, dans le fond, de ne pas mettre de la structure où il n'y en a pas besoin ou de fioritures pour rien. Un peu comme on s'inspire beaucoup du bâtiment ancien, là, les maisons canadiennes, régime français, les gens, il fallait qu'ils se mettent au chaud le plus vite possible. Fait que les poutres étaient là pour une bonne raison, puis c'était pas juste de l'artifice. Donc,
nous, ça nous aide beaucoup dans notre conception. Ce que j'aime beaucoup aussi de ta façon de concevoir aussi la trame, c'est que c'est beaucoup par multiples de dimensions standards de bois pour minimiser justement les pertes en fin de ligne. Fait que, tu sais, ça va vite, là, un 15 de perte de matériaux, là, finalement, ça se traduit finalement en perte financière. Là. Fait que, tu sais, souvent, les bâtiments qu'on va faire avec vous autres, c'est des bâtiments 24, 32, 100. Fait que finalement, tu as les poutres, c'est 12 pieds, 100. Tout arrive bien au niveau des... Beaucoup moins de pertes, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est encore là, c'est au niveau du design que ça se passe. C'est pas au chantier, là, une fois que c'est parti. Design évolutif et personnalisé. Le design évolutif, je trouve que c'est hyper important dans le fond, parce que on ne sait pas ce qui s'en vient dans l'avenir. On se dit, bon, ben, on se construit une maison, mais peut-être dans... Puis, vous savez, là, sûrement, là, les coûts de construction explosent là, depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est juste d'avoir une petite maison, c'est déjà rendu très dispendieux. Donc, on peut construire un premier volume qui va suffire à nos besoins, mais ultimement, peut-être, on veut annexer une véranda, un petit atelier ou une serre passée, oui. Excusez. J'allais le... Excuse-moi, Marc-Antoine. Mais ça se planifie sur le volume principal. Si vous n'y avez pas pensé à ça qui s'en vient, ça ne marchera pas parce que là, votre bâtiment ne sera pas prêt à recevoir tous ces ajouts, ces annexes-là. Donc, puis ça c'est pour exemple pour des ajouts d'annexes, mais aussi ça peut être au niveau à l'intérieur. Tu sais, la maison modèle que vous avez vue tantôt sur la page d'accueil, on a un toit cathédrale, mais ultimement, si on voulait, on pourrait fermer ce toit cathédrale-là puis ajouter une chambre de plus à l'étage. Mais ça, si on l'a planifié, il y a des poutres qui sont là en conséquence. Si tu ne le prévois pas, ben, ton bâtiment, il n'est pas évolutif, justement. Fait que même au niveau de la mécanique, on peut prévoir, si vous voulez mettre des panneaux solaires dans 5 ans ou un système X, vous pouvez prévoir des conduits qui sont déjà là dans les murs. Donc, vraiment prévoir votre bâtiment sur un long terme, comment vous voulez le voir évoluer, puis tout mettre des choses en prévision. Là. Ça, c'est quand même bien intéressant. L'objectif zéro déchet, bien, en fait, zéro déchet, c'est un grand mot. C'est un concept inatteignable pratiquement, là, surtout en construction. Mais comme je disais en partant tout à l'heure, l'idée du zéro déchet, c'est de planifier le bâtiment pour, ultimement, quelqu'un pourrait le démonter. Les matériaux puissent... La démontabilité, on en parle souvent dans des objets, là, que ça puisse se démonter, se récupérer, les voitures, les appareils électroniques, mais les maisons, c'est la même chose. Puis nous, on l'a remarqué dans les maisons anciennes qu'on démontait. On démontait carrément la maison au complet, puis pratiquement 100% des matériaux d'origine étaient réutilisables, dans le fond. Hein. Tandis que ce qui s'en allait souvent au site d'enfouissement, c'était des matériaux plus modernes, là, le prélar, les revêtements de vinyle, tout ça. Là. Fait que dans le fond, de penser justement dès la conception que le bâtiment pourrait se récupérer en fin de vie, mais aussi utiliser des matériaux qui génèrent moins de déchets là, lors du chantier, lors de la fabrication. Fait que ça, je trouve dans la construction, on a beaucoup à faire là, dans ce domaine-là. Il y a de la place. C'est clair. Des questions? Oui, vas-y. Ma question, c'est, pour démonter une maison, c'est bien beau. Mais tu sais, toutes les divisions en 2x4 qu'on cloue au gun à clous, pouces avec des clous 3 pouces et quart, je veux dire, démonter ça, c'est l'enfer, là. Mm-hmm. Tu sais, comment qu'on fait ultimement pour démonter ces colonnes-là qu'on a faites en 2x4, 2x6, 2x8? Ben, nous, au niveau de l'enveloppe, là, tout est pensé que, ultimement, ça pourrait se démonter. Là. Chaque étape, il n'y a rien qui est vraiment collé là, en tant que tel. Là. Fait que, je te dirais quasiment 80% du stock pourrait se démonter. Puis même, c'est déjà arrivé qu'on a eu à récupérer certains matériaux, puis ça fonctionne.
Au niveau de l'intérieur, ben, les divisions, ben, encore là, on peut peut-être mettre moins de clous ou mettre moins de divisions. Tu sais. Dans le fond, les aires ouvertes, ça peut être ultra fonctionnel. Là. Cette maison-là, il n'y a pratiquement pas de division. Tu sais, fait que dans le fond, encore là, c'est au niveau de la conception, là, mais c'est sûr qu'il y a des matériaux qui sont difficiles à récupérer, mais au lieu d'utiliser du gyps, tu pourrais utiliser la planche en bouffeté ou du plywood, tu sais, des matériaux qui plus facilement se récupèrent ou se démontent. Donc, c'est vraiment encore là, au niveau du design, là, que ça part. Là. Merci. Oui, ben, ici. Oui, donc ma question, c'est sur les fondations. Qu'est-ce que vous recommandez comme fondation sur dalle ou vraiment avec excavation? Fondation, mon Dieu, c'est assez variable. Je dirais que je pense qu'il n'y a pas un projet qu'on a fait que c'était le même type de fondation. Là. C'est selon les besoins, les types de fini, tout ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les mini murets avec les dalles chauffantes là, au rez-de-chaussée. Donc, on a un mini muret avec une jupette de gel, dans le fond, qui est là, en périmètre. Puis, ça nous permet de nous surélever un petit peu de l'extérieur. On vient assir notre mur isolé, puis notre charpente a des... C'est complexe un peu, mais après ça, on vient couler par après notre dalle chauffante au rez-de-chaussée. Ça, je trouve que c'est ce qui est le plus économique, efficace. Sinon, ben, si on fait un sous-sol, on va isoler par l'extérieur. Donc, ce qu'on fait, on vient bloquer le froid de l'extérieur. On bénéficie d'une masse thermique à l'intérieur. Puis aussi, on a la possibilité de garder le béton apparent aussi là, à l'intérieur. Là. Ce qu'on a fait à quelques reprises, là, ça peut vraiment faire des designs bien intéressants aussi. Là. Puis, fait que c'est ça. Contrairement à ce qu'on fait dans le conventionnel, on isole beaucoup plus par l'intérieur. Le froid rentre dans la masse du béton. Puis là, il faut essayer de l'arrêter avec l'isolant. Tandis que là, la masse thermique, on le vérifie là, avec le projet de recherche. C'est intéressant là, de garder le béton apparent, puis garder notre énergie, là, parce qu'on la paye, dans le fond, cette énergie-là. Toi. Mais le béton, c'est sûr que c'est pas très écologique, mais c'est quand même durable. Fait que là, c'est pour ça que les dalles, il y a moins de béton. Là. Monsieur ici. Oui, ma question, c'est pour la démontabilité, est-ce qu'il y a plus de vis que de clous dans votre... Il y a quand même beaucoup de vis, oui. Oui. Toute la charpente, là, on utilise des longues vis structurales, là, les vis torque qu'on appelle. Là. C'est des grosses vis autoperçantes gradées pour la structure de bois. Donc ça, c'est facilement démontable. Fait qu'ultimement, quelqu'un voudrait démonter la charpente, il aurait juste besoin d'avoir la bonne bite, puis il pourrait toute la démonter. Mais aussi, au niveau de l'enveloppe, là, beaucoup des matériaux vont être vissés. Là. Puis, bon, certains vont être cloués, là, mais comme je te disais tantôt, là, on ne peut pas tout récupérer, mais il y a beaucoup de matériaux qui pourraient être récupérés. La laine de chanvre, les poutrelles, la tôle, ça se récupère. Donc, oui, beaucoup d'ancrage démontable. OK. Comment vous faites pour assurer l'isolation en continu au niveau de la fondation? On a plusieurs détails, là, mais dans le fond, on a comme un 4 pouces d'isolant rigide là, qui isole la fondation par l'extérieur. Puis, on a aussi notre panneau de fibre de bois extérieur qui vient, dans le fond, soit croiser ou venir s'accoter dessus avec un trait de scellant acoustique ou quoi que ce soit. Là. Fait que là, on a vraiment une isolation là, de la semelle jusqu'au fait là, en continu. Là. OK. Fait que dans le fond, vous vous organisez pour que l'Eco 4 arrive flush avec l'isolant extérieur. Ouais. Puis cet isolant-là est raccordé avec l'isolant sous dalle. Ouais. Il n'est pas obligé d'arriver flush, mais au moins, il est à côté dessus. Là. Puis, souvent, il y a un solin de transition qui est là pour aider à la transition entre le mur de béton puis le revêtement de bois, là, on va dire, ou le revêtement extérieur. Là. Mais au moins, l'isolant est vraiment en continuité. Okay. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, justement. Là, les détails de coupe de mur, c'est rendu un peu notre dada. Là. Puis votre record d'étanchéité en changement d'air à l'heure, c'est quoi? On va le voir dans pas long. Parce que Marc-Antoine, c'est pas une question de belle transition, parce que là, on a vu à quel point
Le concept Ultima, il est élégant, il fait sens. Puis moi, j'allais un peu plus en profondeur au niveau des performances énergétiques, puis finalement les choix d'efficacité énergétique qu'on a pris. Je suis vraiment un geek d'énergie, là. Je vais essayer de garder ça à un niveau accessible. Mais si vous avez des questions, si vous en mangez là, des concepts puis du détail, bien, vous pouvez venir à notre kiosque ou essayer de me croiser par la suite, là. Je devrais être au kiosque après la conférence. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, au même titre que on a parlé qu'on a fait un projet de recherche qui compare la maison Ultima Eco puis une maison type conventionnelle. Je vais souvent revenir sur ce concept-là. En fait, cette terminologie-là, la maison au code ou la maison conventionnelle, c'est exactement la même géométrie que la maison modèle qu'on voit ici, mais isolée au niveau du code, les exigences minimales du Code de construction du Québec, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de voir les éléments différenciateurs entre le Ultima Eco puis finalement cette maison-là conventionnelle. Puis, je vais vous parler en commençant par l'étanchéité, comme notre cher auditeur, il voit la pertinence, parce que c'est vrai, c'est vraiment un métrique super intéressant pour le bâtiment performant. C'est l'étanchéité, parce que ça coûte extrêmement cher de chauffer de l'air neuf, de l'air extérieur. On essaie de maximiser l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, c'est minimiser les infiltrations d'air. C'est ça qu'on entend par là. On essaie de minimiser les infiltrations d'air, mais les occupants ont quand même besoin de leur air neuf, leur air frais. Ça, c'est la job, c'est le travail de l'échangeur d'air. Là, on minimise les infiltrations, puis tout notre échange d'air se fait via le ventilateur récupérateur de chaleur. Puis ça fait des bâtiments très performants. Puis, comme on va voir plus tard, c'est rapide d'avoir des économies d'énergie et monétaire avec une bonne étanchéité. Typiquement, une maison conventionnelle, on parle de 3 à 4 changements d'air à l'heure. Ça, si c'est un peu flou pour vous, des changements d'air à l'heure, vous pouvez aller voir sur Internet. Là, finalement, c'est un test d'infiltrométrie. C'est un professionnel qui vient chez vous avec un ventilateur, puis qui pressurise ou dépressurise votre bâtiment, puis il va vous donner une cote, finalement, de changement d'air à l'heure de votre volume. C'est ça qu'on entend par changer le volume par heure. Ultima Eco est à 0,6. C'est équivalent à la certification Passive House, là, qui est assez c'est ça, là, exigeante là, à ce niveau-là. Puis, quelque chose qui est super intéressant, c'est que le fait de construire, en fait, qu'est-ce qui crée votre étanchéité? Une bonne étanchéité, c'est vos membranes. C'est vos membranes frein-vapeur ou le polythène à l'intérieur, puis votre membrane par air ou le Tyvek. Il y a 2 membranes, là, ça vous donne une redondance pour créer l'étanchéité. Puis, dans le bâtiment conventionnel, on va mettre, par exemple, le frein-vapeur de l'intérieur. On va poser le polythène à l'intérieur, mais ça, c'est totalement différent dans un concept Ultima Eco parce que la charpente est là. En fait, on va mettre le pare-vapeur de l'extérieur ou la membrane intelligente, le frein-vapeur. Puis, c'est beaucoup plus simple et efficace de mettre ça de l'extérieur parce que c'est tout le temps plus facile d'envelopper un cadeau de l'extérieur que de l'intérieur. Quand tu enveloppes un cadeau à Noël, imagine d'essayer de coller ça de l'intérieur. Non, c'est l'extérieur, tu prends un gros rouleau, tu l'enrobes, tu le colles, ça se fait bien. Ou de s'habiller en commençant par son manteau puis en finissant par ses bobettes, mettons. Ouais. Tu commences comme par le début, dans le fond. Ouais. C'est ça, l'étanchéité, elle se fait vraiment quasiment facilement, dans le fond. Si on n'a pas on a atteint ce changement d'air-là, c'est quand même vraiment super intéressant, mais on n'a pas été là, on n'a pas capoté non plus là-dessus. Là. Fait que c'est vraiment la façon de le faire de manière à l'extérieur qui fait que ça se fait bien. C'est impressionnant, il y a un poêle à bois en plus dans le bâtiment. Fait que il ne mettait pas les chances de son bord, puis c'est arrivé de même. Là. La fenestration, je vous dirais que c'est un des éléments cruciaux lors d'un bon design solaire passif ou performance, parce qu'à chaque maison, vraiment, sa recette de fenêtre. Plus qu'un bâtiment
est performant, moins il y aura besoin de fenêtres au sud, puis plus pour faire le solaire passif. Là, si on est intéressé par le solaire passif, plus on est performant, moins on a besoin de cette énergie-là. Fait qu'il faut vraiment doser. Et à l'inverse, tu peux avoir facilement des problèmes de surchauffe. Parce que l'été, tu vas avoir quand même ces gains solaires-là. Au sud, beaucoup à l'ouest. Fait que c'est à peu près 80% de mon travail de finalement analyser la fenestration d'un bâtiment pour maximiser le solaire passif, minimiser les risques de surchauffe. Ce qui est intéressant, c'est que la fenestration, comme ici, là, on voit, mettons, la Ultima Eco a une valeur de conductibilité thermique de R5. Fait que ça, c'est au niveau thermique. Plus cette valeur-là est élevée, mieux c'est. Ça, c'est un des éléments qui nous permet de sélectionner des fenêtres. Le deuxième élément, c'est le coefficient de gain solaire. Puis ça, c'est finalement la quantité d'énergie qu'on laisse passer au travers de notre fenêtre. Fait que quand on choisit des fenêtres, on peut se baser sur ces deux caractéristiques-là pour choisir la bonne fenêtre ou les bonnes fenêtres pour votre maison. Puis même, ça arrive des designs qu'on choisit un type de fenêtre pour le sud, puis un type de fenêtre pour l'ouest, parce qu'on veut laisser passer plus de lumière au sud et moins de lumière à l'ouest. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment méconnues, mais qui sont super importantes dès qu'on passe dans le bâtiment performant ou le bâtiment solaire passif. Ben, comme on fait les questions en même temps, là, Ouais. il restera peut-être un 10-15 minutes max. Parfait. Ça va? Oui. C'est beau. 10-15. Max 15. Max 15, OK. Cool. Entendu. Au niveau de la toiture, on le sait, on se l'est fait endoctriner. Là, la toiture, c'est important de surisoler ou de bien isoler. C'est particulièrement important pour la durabilité, justement, de la toiture, mais vous le savez, l'air chaud, ça monte. T'sais. Plus il fait chaud en contact avec une surface, plus il va avoir des pertes thermiques. Mais ça, c'est seulement vrai si vous chauffez avec des plaintes de chauffage, une fournaise, ainsi de suite. Si vous chauffez avec un chauffage radiant, ça vient encore là, ça change de paradigme. Quand on chauffe avec un chauffage radiant, c'est une chaleur qui chauffe les choses, ça ne chauffe pas l'air. En fait, l'air en haut de votre toit cathédral va être beaucoup plus froid qu'au niveau du plancher. Fait que c'est moins important de surisoler la toiture lorsqu'on chauffe avec ce type de chauffage-là. Par contre, c'est super important de surisoler votre dalle, finalement, là, parce que là, la chaleur est où? Elle est rendue dans le plancher ou comme... fait que là, c'est important de ne pas vous fier au code du bâtiment qui est R7 ou R10 au niveau d'un plancher chauffant, puis de le surisoler comme la Ultima Eco a été faite. Là, moi, j'aime beaucoup les graphiques, mais je ne vais pas passer 15 minutes là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est rapidement, à gauche, on voit finalement la maison au code qui est sa consommation de chauffage complète à 100 %. Puis il y a différentes mesures d'efficacité énergétique avec leur impact finalement sur la réduction de chauffage pour se rendre à Ultima Eco complètement à droite, qui correspond à une réduction de à peu près 70 % d'économie en termes de chauffage. Puis là, on voit les mesures qui ont eu le plus gros impact. Puis en fait, les deux plus grandes mesures, c'est la thermopompe, puis c'est l'étanchéité qui est plus faible. Ce qui est vraiment important, c'est il y a certaines mesures d'efficacité énergétique, oui, ils sauvent beaucoup d'énergie, mais que l'investissement est redondant. Comme une thermopompe, il va falloir la changer d'à peu près dans 15 ans. Fait que c'est un investissement qui est redondant. Même chose pour changer les thermos des fenêtres ou le VRC. Puis il y a certaines mesures comme l'étanchéité, que vous faites une bonne étanchéité au niveau de la construction, vous faites une bonne suриsolation au niveau de la construction, puis ça reste pour toujours. Fait que c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on fait des choix de design pour vraiment investir où est-ce que ça vaut la peine selon votre budget. Fait que ça fait partie aussi de nos expertises, de bien chiffrer puis prendre des choix conscients de design en fonction de la performance que vous intéresse puis en fonction de le budget que vous avez. Juste rapidement, en termes de coût énergétique, la maison au code de construction, il
est à 4 000 par année. La étude Maïko, on l'a vu tantôt, c'est une réduction d'à peu près 70 %, donc 1 900 $ par année. Fait qu'on se ramasse avec des économies annuelles cumulatives, là, on le voit là, dans le temps, là, vraiment significatives. Donc, on voit que c'est un investissement et non pas une dépense d'avoir une meilleure performance au niveau du bâtiment. Puis là, un beau graphique que je ne vais pas passer dessus, mais si on applique justement le coût initial supplémentaire, après ça, quand on réinvestit au niveau de nos thermos, notre thermopompe, ainsi de suite, comment ça fluctue dans le temps. Finalement, on a estimé que c'était un surcoût initial à peu près de 25 000 $ de faire une maison, justement, haute performance Ultima Eco par rapport au bâtiment conventionnel. Fait qu'on le voit vraiment en temps réel, ça serait quoi nos économies monétaires dans le temps. Avec le projet de recherche aussi, ça a été le fun de vérifier en réel le coût d'énergie versus les modélisations que Marc-Antoine faisait dans ses logiciels. Puis les chiffres, là, c'était pratiquement les mêmes. Fait que ça montrait aussi que ce qu'on monitore, ben, ça équivaut aussi à la modélisation. Là. Donc, je pense que je vais skipper ça. Si vous êtes intéressé par la résilience, autant au niveau de l'alimentation, la résilience en eau, la résilience énergétique, vous pourrez venir nous en parler, mais on va focuser sur comme bien boucler la fin de la présentation pour justement que ça ne soit pas trop rapide, là. Donc, quelque chose qui est super intéressant, c'est que on a commencé à partager nos savoirs parce que c'est important de... c'est quelque chose de rester en silo, mais c'est la force du nombre, c'est vraiment ça qui va faire changer les choses au niveau finalement, la construction au Québec. Donc, je vais te laisser parler des 2 formations que Linéaire offre. Dans le fond, c'est ça, depuis environ 7 ans qu'on donne une formation. On a commencé là, très modestement, là, ce volet-là, mais c'est une formation en charpente traditionnelle. Donc, c'est un 4 jours, les gens viennent apprendre des techniques là, en atelier, mais aussi tout un volet théorique. Marc-Antoine et Pierre-Luc viennent donner un bout d'atelier au niveau de la structure, aussi de l'efficacité énergétique. Les gens repartent puis sont capables de faire quand même là, des projets. Donc, ça, c'est un 4 jours. Ça se trouve être la charpente traditionnelle, volet 1. Il y en a un deuxième qui s'est ajouté pour ceux qui veulent perfectionner des techniques encore plus poussées de charpente traditionnelle, tonon-mortaise. Puis là, pour la première fois, on va donner là, au mois d'octobre, fin octobre, une formation. C'est vraiment en design et conception de maison Ultima Eco, du concept, dans le fond. Là, ça va comme, on va aller vraiment plus en profondeur un peu sur les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Là. On a comme un 3 jours là, intensif. Là. Ça va se passer dans la maison modèle aussi, justement. Là. Puis on va vraiment faire le tour de plein de paramètres là, pour justement... Puis ça s'adresse beaucoup justement à designers, architectes, ingénieurs, autoconstructeurs, entrepreneurs, charpentiers, menuisiers. Fait que ça va faire un beau mélange de monde là, pour parler de tout ça, dans le fond. Fait que ça s'en vient. Est-ce que ça vous intéresse? Oui! Cool. Ah ouais, OK. Ah ouais, tu t'es inscrit? OK. Ah, OK, c'est cool. Ouais, j'ai vu du monde qui... OK. Bon, mais on se voit bientôt. Cool. On va se voir dans un mois. Juste pour wrap up, si vous avez des questions, si vous avez des projets, si vous avez besoin de support, ben on est 2 entreprises qui adorent le bâtiment écologique. Puis on a chacun nos expertises qui sont en fait complémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou vous voulez justement en savoir plus ou vous avez un projet en tête. Ça va me faire plaisir. Il y a quand même beaucoup à faire là, dans le monde de la construction. Là. On n'a pas le choix d'aller vers l'efficacité énergétique, mais des bâtiments justement résilients, des bâtiments durables, des bâtiments démontables. Donc, nous, on force là-dessus, mais si on invite les gens à se joindre au mouvement. Il resterait du temps peut-être pour une ou 2 courtes questions. Voilà, c'est ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, 2. Puis ben moi, j'aimerais bien savoir, en termes de coûts, ça se compare comment par rapport à la construction?
classique, une maison moyenne? Ben, en fait, c'est vraiment une question de design là, de base. Là. C'est sûr que nous, dans ce type de charpente-là, on essaie d'avoir des volumes plutôt simples pour que la charpente coûte moins cher, puis qu'au niveau des étapes de construction, ben, que ça soit plus rapide au chantier. Donc, on investit plus dans la qualité des matériaux, mais dans le fond, on simplifie la volumétrie. Puis au niveau de la durabilité aussi, souvent, un volume simple va être plus durable dans le temps. Donc, c'est environ 10, 15 à 20 de plus selon qu'une maison standard, là, selon les designs. Pour donner Ouais. un exemple concret, peut-être la maison modèle qui a été construite en 2018. 18. Fait que ça, c'est un design qui reste minimaliste, mais je trouve que c'est intéressant, tu sais, un starting point pour avoir cette qualité-là. Ça revient à... En 2018, là, il faudrait comme, dans le fond, appliquer un incrément au niveau des coûts des matériaux qui fluctuent beaucoup. Là. Mais en 2018, cette maison-là a coûté 350 000? Ouais, 300 000 en fait. Ouais. 300 000. Avec un logement au sous-sol. Fait que c'est quand même. Fait que c'est 2300 pieds carrés. Ouais, moi j'avais une question par rapport aux entrepreneurs, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que tu es designer, mais tu ne construis pas. Hein, puis, est-ce que c'est... là, on sait actuellement, là, c'est de la folie pour avoir juste avoir un entrepreneur, c'est compliqué. Alors, Ouais. un entrepreneur qui sait construire selon certaines peut-être spécificités, est-ce que c'est un projet de construction, il faut parler de combien d'années au niveau de la planification aujourd'hui, là? Ben, on a quand même, avec les années, là, on a monté quasiment une banque on a peut-être une trentaine d'entrepreneurs au Québec, là, dans différentes régions là, qui on collabore, là, qui connaissent nos techniques. Donc, puis ils s'en ajoutent à chaque année aussi. Dans le fond, fait que si les gens n'ont pas d'entrepreneurs, on peut les référer à ces gens-là. Donc, souvent, ces équipes-là, ils aiment bien travailler cette méthode de construction-là. Fait que ça facilite au niveau du calendrier, je dirais. Là. Sinon, il y a beaucoup de clients aussi qui connaissent ou qui ont déjà un entrepreneur avec qui ils font affaire ou qui ont déjà un peu booké, là, je dirais. Là. Fait que, puis là, à ce moment-là, nous, il y a un accompagnement qui se fait avec eux. Là. Ouais, fait que, il y a comme les deux formules. Là. Fait que, Oui, parce que je suis très contente que vous vous compreniez entre vous autres, mais moi, là, j'ai un projet une clé en main, pardon, est-ce que ça existe? ça va être vraiment l'entrepreneur qui va le gérer dans le fond. Fait que si, mettons, un projet comme ça vous intéresse, ben on peut s'en parler, mais ça va être l'entrepreneur qui va vous faire un prix global pour tout le projet en fonction des plans qu'on va monter ensemble. Puis là, lui, il va partir de la fondation, puis il va vous livrer la maison là, à la fin. Là. OK. Et pour un projet intégré de plusieurs maisons, c'est quelque chose de pensable? Oui. On va aller vous voir. Ah, ben tant mieux, Bon, c'est parfait. Ben, merci infiniment. C'est super intéressant.